va commencer par évoquer cette annonce de l'armée israélienne tout à l'heure. Elle a déployé des soldats dans le sud du Liban, dans la zone frontalière. Parallèlement, Israël continue de bombarder des positions du Hezbollah. On écoute les précisions d'Alexandra Quarini. Dans la banlieue sud de Beyrouth, les pompiers sont à pied d'œuvre pour éteindre les flammes, conséquence des frappes israéliennes qui se poursuivent au Liban. L'État hébreu annonce en parallèle prendre le contrôle de nouvelles positions. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou et moi-même avons autorisé les forces de défense israéliennes à avancer et à prendre le contrôle de positions stratégiques supplémentaires au Liban afin d'empêcher les attaques contre les communautés frontalières israéliennes. L'armée israélienne était déjà stationnée dans 5 postes avancés le long de la frontière avec le Liban. Mais ce renforcement, présenté comme une mesure tactique par l'armée, marque une nouvelle étape après la salve de frappe qui s'abat depuis lundi sur le pays. Israël affirme agir en représailles de tirs du Hezbollah vers Israël. Des attaques menées en solidarité avec l'Iran, condamnées par le Premier ministre libanais dans une prise de parole lundi. Nawaf Salam a proclamé l'interdiction des actions militaires du Hezbollah, une décision inédite mais insuffisante pour faire retomber la pression. L'ONU, inquiète de cette nouvelle flambée de violence, appelle toutes les parties à la plus grande retenue. Gauthier, face à cette offensive israélienne au Liban, est-ce que le Hezbollah peut résister, lui qui a subi hier les foudres du gouvernement libanais, qui a décidé d'interdire sa branche armée ? Oui. Il n'est pas dit que ça soit ça qui fragilise profondément le Hezbollah. Le Hezbollah est tributaire de la société libanaise, c'est-à-dire qu'il prétend la représenter, ce qui est une usurpation, puisqu'elle est autre que le Hezbollah. Il y a le Hezbollah, mais il y a autre chose. Il prétend la représenter, mais il en a besoin aussi. Il repose sur cette société libanaise. Et cette société libanaise, si elle venait à s'effondrer, si le système, qui est déjà chancelant, venait à s'effondrer, eh bien le Hezbollah serait obligé de procéder à des révisions déchirantes, c'est-à-dire tout simplement de se demander à quoi il sert. Puisque jusqu'à présent, ça a toujours été le cas, c'était d'être le bras armé, d'être une sorte d'ambassadeur militaro-politique de la République islamique. S'il n'y a plus cela, que devient le Hezbollah ? Et là, c'est toute la complication pour ce groupe, qui est un groupe, n'hésitons pas à le rappeler, c'est un groupe terroriste aussi, le Hezbollah. Alors, il y en a d'autres, bien sûr, mais la complexité de la chose, c'est de se dire comment survivre dans un contexte où le parrain iranien est fragilisé. Comment survivre dans un contexte où la situation même risque de fragiliser encore plus la société libanaise, et donc quelle raison d'être on peut se trouver. Et on voit par exemple qu'en ce moment, les chiites, que le Hezbollah est censé aussi représenter, sont partagés, sont divisés au Liban, et que la question qui s'est souvent posée pour un certain nombre d'autres représentants de la société libanaise, c'était de se demander s'il n'était pas un peu prisonnier du Hezbollah. Alors certes, le Hezbollah a réussi à croire, à accréditer l'idée, c'est pas totalement faux, bien sûr, mais c'est pas non plus complètement vrai, que lui seul avait résisté à l'occupation israélienne depuis l'opération Paix en Galilée, que si Israël s'était retiré du Liban et même du Sud-Liban par la suite, c'était grâce au Hezbollah, donc il y a une légitimité qui est très forte. Mais elle se retrouve interrogée, cette légitimité, à la lumière des événements. Que vaut-elle si l'État libanais est en totale déshérence ? Que vaut-elle si la République islamique elle-même est, alors peut-être pas amenée à disparaître immédiatement, mais en tout cas à être moins sur le devant de la scène ? Dans cette guerre, l'une des cibles cette nuit, ça a été l'ambassade américaine à Riyad, en Arabie Saoudite. Elle a été visée par 2 drones qui n'ont pas fait de victimes, puisque le bâtiment était vide. Washington conseille à ses ressortissants en Arabie Saoudite de rester à l'abri. À noter aussi que l'ambassade américaine au Koweït a annoncé sa fermeture jusqu'à nouvel ordre. C'est quoi juste la stratégie iranienne en allant s'attaquer à des bases, à des ambassades américaines ? Ça, c'est plutôt logique. Enfin, ça fait partie de la guerre. C'est-à-dire, si vous êtes attaqué par tel pays, vous allez, et que vous n'avez pas la capacité ou même l'opportunité d'attaquer en son sein. Voilà, c'est ça, d'aller sur le territoire américain. À ce moment-là, vous attaquez à des représentations, et comme en plus les bases militaires américaines sont légion dans la région, c'est assez facile. En revanche, ce qui est un peu plus compliqué, c'est de s'attaquer au motif qu'il y a des bases américaines,
de bombarder un certain nombre d'autres pays, notamment des monarchies du Golfe, ou même, je pense au sultanat d'Oman, qui est plutôt favorable, non pas exactement à Téhéran, mais qui a cherché à jouer le rôle de médiateur. Voilà. Bon. Et les États-Unis. Et là, le pari est assez risqué pour l'Iran, parce que soit, de deux choses l'une, soit ces monarchies du Golfe, appelons-les comme ça pour aller vite, sont apeurées par les proportions que prennent ce conflit, et à ce moment-là, supplieront les parrains américains et israéliens sous-entendus, mais évidemment, ces monarchies-là ne parlent pas d'Israël, mais sont relativement satisfaites quand Israël fait ce genre de boulot. Bon, pareil pour le Gaza, d'ailleurs. À ce moment-là, en leur disant, écoutez, levez le pied parce que nous, on ne va pas survivre. Et effectivement, vous avez quantité de pays qui ont des projets pharaoniques comme Mohammed Ben Salman en Arabie Saoudite, des agendas qui reposent sur la création de richesses, pas forcément d'ailleurs en rapport avec les souhaits de la population, mais enfin, ce sont des projets qui sont à la limite, comment dirais-je, ou plutôt à la hauteur de leurs propres ambitions personnelles et l'idée qu'il faut laisser une marque dans l'histoire du pays. Très bien. Si la situation actuelle vient mettre un frein à ces projets, à ce moment-là, que peuvent dire ces monarchies, dire aux États-Unis, non seulement vous nous mettez dans la délicatesse, mais en plus de ça, vous-même, vous risquez d'en être finalement les récipiendaires indirects, en ce sens que, évidemment, la circulation commerciale, le détroit d'Ormuz, etc., est de nature à vous gêner aussi. Donc, arrêtez. Eh bien, on peut dire exactement l'inverse. C'est-à-dire que ces pays-là, qui ont évidemment toujours pâti, ou en tout cas vu avec la plus grande méfiance, le développement de la République islamique. D'abord, mais je ne crois pas que ce soit l'axe principal, parce qu'il y a la question chiite-sunnite, mais ce n'est pas ça. Le principal, c'est que la République islamique, quand elle naît en 79, elle se fonde, entre autres, bien sûr, sur le rejet de l'impérialisme du Shah, sur le rejet de l'impérialisme américain, mais sur le rejet de ce que les mollahs vont appeler les mauvais musulmans, c'est-à-dire que les monarchies du Golfe sont perçues comme des hypocrites, comme certes des gens qui serrent la vis de leurs citoyens, plutôt de leurs sujets, mais qui ne respectent pas l'islam et qui ne sont pas du tout dans une perspective d'émancipation sociale. Je mesure les mots parce que c'était ça à l'origine, la République islamique. Alors vous me direz, on ne peut pas faire ça avec une théocratie, je suis d'accord. Mais c'était ça, l'impact voulu, c'était ça. C'était de damer le pion à tous ces régimes qui étaient serviles vis-à-vis des États-Unis. Et donc, à partir de là, bien des régimes de cette région ne seraient pas mécontents de voir cette fois le régime des mollahs battu à plat de couture. Ça leur permettrait d'envisager l'avenir, et même, d'ailleurs, on voit que c'est à ce prix-là que les choses se négocient, de dire, puisqu'il n'y a plus ce danger-là pour nous, on peut très bien reconnaître Israël, s'entendre sur des choses peut-être pas politiques, mais d'abord commerciales. Et voilà l'alternative, si vous voulez, qui est compliquée, en voyant bien que dans les deux cas, c'est-à-dire celui que j'ai signalé comme étant le plus intéressant et celui qui était le plus peut-être rétrograde, il n'y a pas d'intérêt autre que immédiatement mercantile et surtout pas de prospective sur ce que doit être la région sur le plan politique. On a évoqué la stratégie iranienne et la stratégie américaine. C'est quoi en Iran ? Donald Trump a quand même laissé entendre qu'il allait laisser le peuple se débrouiller tout seul s'il voulait changer de régime. Et puis alors, vous avez peut-être vu, c'est quelque chose qui est tout récent, je crois que ça a quelques heures à peine. Vous vous souvenez qu'il avait dit, on va parler, je veux parler avec les Iraniens. D'ailleurs, avec une espèce de shadow cabinet que Harry Larijani avait confectionné. Et pour leur dire quoi ? Eh bien oui, alors justement, c'est ce qu'il vient de dire, il dit non, je ne veux pas leur parler. Alors, bon, c'est pas grave. On va y arriver quand même simplement. Ce qui manque fondamentalement, à la fois dans la réflexion américaine, dans la réflexion aussi, évidemment, de ces monarchies dont on a parlé, c'est la question de la nécessité d'une démocratisation. Alors je sais, vous allez me dire, c'est du rêve, c'est de l'utopie. Ok. Seulement, si on veut à terme voir une solution qui soit durable aussi par rapport à la course aux armements. Vous savez que le TNP, les traités de non-prolifération, ils ont du plomb dans l'aile en ce moment. Donc, il s'agit aussi de penser à tout ça pour l'avenir. Eh bien, il n'y a pas 36 moyens. Tant que vous avez en place des régimes comme celui des mollahs,
et même d'autres, et comme certains de la région, vous ne serez jamais tranquille sur cette question-là. Et celui des mollahs, il est encore plus clair, parce que pour eux, la République islamique, c'est quelque chose comme une assurance-vie. La question du nucléaire, d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Il s'agit à la fois de défendre l'identité, de menacer le voisin israélien, de damer le pion à tel autre voisin. C'est non seulement identitaire, mais en plus tactiquement intéressant. Et donc, à partir de là, vous ne pouvez pas avoir de solution concrète et durable, d'autant que, et je réponds à votre question, d'autant que pour Donald Trump, c'est quelque chose qui n'est pas en ligne de compte, qui n'entre pas en ligne de compte. Et vous voyez bien que, d'ailleurs vous l'avez signalé dans votre question, vous voyez bien qu'il y a quelques jours, on avait droit à un discours sur la nécessité de libérer le grand peuple iranien, héritier d'une grande civilisation. Oui, tout ça, parfaitement vrai. Aujourd'hui, vous avez le secrétaire d'État à la Défense qui vous dit bon, il faut qu'ils se débrouillent, les Iraniens, il faut qu'ils se débrouillent tout seuls. Et au fond, c'est là que cette guerre est extrêmement dangereuse, parce qu'elle fait des morts, elle bouleverse le système actuel, elle met en cause des équilibres, mais sans en prévoir un autre, sans prévoir quelque chose de rechange, oui, qui puisse être vertueux. Et là, on est dans cette situation. Alors, peut-être, je ne sais pas si vous vouliez aborder d'un mot les Européens, mais... Allez-y. Bon, non, parce que les Européens ont conscience de cela. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent jamais à agir. Et là, on est dans quel cas de figure ? On est dans le cas de figure où la France, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, pardon, et l'Allemagne sont d'accord pour protéger. Pour intervenir, disent-ils. Attention, c'est intervenir, c'est pas intervenir dans le concert global de la canonnade, c'est de faire en sorte que les États qui sont sous accord de défense ou d'entraide avec la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, eh bien, ne soient pas déçus par la présence de ces Européens. Donc là, ça peut vouloir dire, par exemple, faire en sorte que tel territoire, je pense aux Émirats arabes unis, ne soit pas bombardé, qu'il y ait un système qui est le système de captation des missiles ou de neutralisation qui puisse fonctionner pour protéger ces États. Il ne s'agit pas, malheureusement ou heureusement, d'une autre intention. C'est là qu'on voit aussi la pusillanimité des ambitions européennes et de leur attitude. Merci beaucoup Gauthier pour cet éclairage. Je me tourne vers vous,